Donc ce matin, nous avons présenté l'étude sur les nouveaux entrants, les producteurs nouveaux entrants en 2011. Cette étude, vous pourrez la consulter sur le site de l'Industrie du Rêve. Vous dire aussi qu'on a présenté un très joli film qui complétait cette étude, fait par Allociné, un reportage chez pas mal de producteurs. Et ce film, vous pourrez le voir sur le site d'Allociné et sur le site de l'Industrie du Rêve. Voilà, ce matin, nous avons donc fait une première table ronde qui nous ont permis de réagir à l'enquête et aussi... alors, sur cette enquête, en deux mots, on peut dire qu'il y a deux choses qui ont un petit peu retenu l'attention des spectateurs et des intervenants ce matin. C'était la moyenne d'âge des nouveaux entrants qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est de 43 ans. L'année dernière, l'Industrie du Rêve avait fait une enquête sur les techniciens nouveaux entrants chefs de poste. Elle était de 40 ans. Donc on en a conclu que la nouvelle donne, s'il y en avait une, elle n'était pas générationnelle, mais il y avait des règles du jeu nouvelles sans doute. Financiarisation du métier de producteur qui demande des compétences juridiques et financières peut-être plus importantes, dues à la complexité des contrats. Et d'un autre côté, le numérique également, qui donnait, qui éloignait peut-être les métiers techniciens producteurs dans leurs relations, parce que de ce côté-là aussi, ça se complexité. On peut dire aussi film fragile pour les uns, film sous-financé pour les autres. Voilà ce qu'on a un petit peu égrené. Et après, dans la deuxième table ronde, très intéressante de ce matin, c'était un peu les premiers interlocuteurs de ces nouveaux producteurs. Donc on avait des organismes financiers, on avait aussi des agents de comédiens. On a pu voir avec Daniel Guin que l'idée de dire que les comédiens sont souvent générateurs d'augmentation des budgets était peut-être pas totalement si juste que ça. Voilà. Alors, donc ces enquêtes et ces films sont consultables. Et tout est filmé en ce moment par des jeunes réalisateurs. Et donc tout le colloque va être aussi en intégrale sur le site de l'Industrie du Rêve. Donc vous avez perdu l'humain. On a dit que c'était quand même 50% de ce qui fait qu'un producteur va engager un technicien et qu'un technicien va rentrer sur un film. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'on fait des colloques vivants où les gens peuvent parler avec des vrais mots. Donc vous avez raté ça, mais vous pourrez le revoir en film. Et là, cet après-midi, on continue. Alors, on continue avec un vrai cas d'école, on va dire. Et ce cas d'école s'appelle Tomboy. On a choisi ce film au regard de sa qualité, au regard de son succès et au regard de sa façon d'être produit. On a invité sa productrice avec ses chefs de poste. Et puis, alors, heureusement, le cinéma... c'est de l'humain, on l'a dit depuis toute la matinée. L'humain fait que ces chefs de poste sont en train de travailler. Donc, je vous remercie de l'applaudir parce qu'elle va jouer tous les rôles. La productrice, le chef FOP, le DIRPROD, l'ingénieur du son, etc., etc. Voilà, multiples casquettes, toute seule à côté de moi pour représenter carrément toute une équipe de filles. Merci de l'applaudir, Bénédicte Couvrin. Merci donc Bénédicte d'être avec nous. Donc comme je vous disais, comme on s'est dit à midi, comme je viens de redire, on a été un peu général ce matin. Mais quand même, on est rentré dans des vrais exemples. Mais alors avec vous, on va vraiment rentrer dans le cambouis d'une production. Alors d'abord, on repart depuis le début, si vous voulez bien. Qui êtes-vous? Quel parcours avez-vous fait? Puisqu'on a interrogé tout le monde à l'intérieur de cette étude. Donc on vous pose la même question. Avant de produire, comment avez-vous commencé? Alors, bonjour, merci d'être présent. Alors, il marche le micro? Oui. D'accord. Alors, moi, j'ai un parcours, on va dire, plutôt classique d'apprentissage au métier de la production. J'ai fait une fac de sociologie, en plus une licence de cinéma. Et je suis rentrée à la FEMIS à l'âge de 23 ans, dans le département production. Donc la FEMIS, ça dure à l'époque, moi, ça dure à peu près 3 ans.
Et pendant 3 ans, j'ai rencontré des scénaristes, des monteurs, des chefs opérateurs, des réalisateurs, avec qui on a tout un tas d'échanges qui sont liés à la fabrication des films. Donc je pense que ça fait partie de... Moi, je dis toujours que ça fait prendre des raccourcis, en fait, voilà, sur... De faire une école. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis peut-être d'apprendre un peu plus vite par moment à parler avec un monteur ou avec un réalisateur, en fait, voilà. Et donc, à l'école, j'étais dans le département production qui, à l'époque, on était 4. Et j'étais avec quelqu'un qui s'appelle Jérôme Dopfer, donc on a fait nos études ensemble. Déjà au sein de l'école, on a décidé de commencer à travailler ensemble, c'est-à-dire qu'à la FEMIS, il n'y a pas de rôle de producteur, mais plutôt un rôle de directeur de production. Et nous, on avait inventé le binôme directeur de production, producteur, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un exercice qui s'appelait à l'époque la fiction 35, qui est un gros exercice en 35 mm. Et on devait faire chacun une direction de production. Donc on avait décidé de multiplier le travail en faisant sur un film, une fois moi le directeur de production, lui le producteur, et vice-versa sur l'autre film en fait. Donc voilà, au sein de l'école, Jérôme a monté une société qui s'appelait Balthazar Productions, qui après s'est appelée les Productions Balthazar. On est sorti de l'école, moi j'ai travaillé 1 an de mon côté toute seule pour faire... une production exécutive d'un documentaire qui était tourné en film à l'époque. Et puis, même pas 1 an après notre sortie, Jérôme m'a dit « Rejoins-moi, j'ai trop de travail ». Et on a travaillé comme ça ensemble presque 9 ans, 10 ans, 9 ans, je sais plus, oui. Et donc, ensemble, on a produit des courts-métrages, des films pour la télévision, 3 téléfilms pour Arte et des longs-métrages, voilà. Ça, c'est un peu mon expérience. Et parallèlement à ça, moi j'avais une autre casquette de producteur, mais plutôt exécutif, pour une société que j'ai reprise après, qui s'appelle Hold Up, de production de documentaires en fait. Voilà. Donc j'avais... Ça faisait partie de mon travail de producteur, et j'ai commencé à faire la sélection aussi des projets pour Émergence en 2000. Donc en gros, c'est un peu mes doubles casquettes voilà, depuis une dizaine d'années. Voilà. Ça, c'est mon parcours en fait. Alors, vous dites, à la FEMIS, ça m'a permis de parler, de savoir parler, de comprendre un peu les métiers de la fabrication. Ce matin, on a vu dans le film, et puis différentes personnes ont dit qu'après tout, pour un producteur, ce n'était pas nécessaire. Pour vous, ça vous paraît important d'être bien au courant, de pouvoir... En fait, vous êtes proche de l'équipe de fabrication, vous désirez ou parce qu'on a vu qu'il y avait des producteurs qui, en gros, se disaient bon, bah, il y a le directeur de production, tout ça est bien complexe, les salaires, tout ça. Moi, je m'intéresse au financement et à l'artistique. Alors, puisqu'on est dans le cas d'école, moi, je me considère un tout petit peu à part, parce que moi, j'aime bien fabriquer les films, en fait. Et vous considérez que c'est à part? Non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai plein de copains, copines qui font le même métier que moi, qui aiment moins que ça, en fait. Ouais. Donc, après, c'est pas une fin en soi. Moi, je sais que ça, j'aime bien comprendre, parce que souvent, par exemple, on apprend aussi beaucoup de ses échecs, et j'ai appris beaucoup d'un échec sur un film où, pour des raisons de santé, par exemple, j'avais pas... On avait 2 films à l'époque, difficiles à faire, et donc on avait, avec mon associé, on n'avait pas été sur des repérages d'un film qui se tournait très loin en province. Et puis, parallèlement à ça, moi j'avais eu des problèmes de santé, donc je ne pouvais pas faire beaucoup de voitures, pas beaucoup de trains, donc j'étais en convalescence, on va dire. Et puis, je suis arrivée 3 jours avant le tournage, dans un endroit qui était certes sublime, mais qui était, quand on était... À l'époque, c'était un film presque sous-financé. Et il y avait minimum 2h30 de voiture avant de rejoindre la moindre gare TGV. Et en fait, on est arrivé un samedi, l'équipe arrivait le dimanche, et on commençait à travailler lundi. Et puis le samedi, je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué. Et puis le dimanche, on a voulu relier avec mon associé le plateau, mais enfin le plateau cinéma, mais aussi le plateau sur lequel on tournait. Et en fait, il s'est avéré que c'était de la purée de pois.
Et c'est un exemple idiot, mais tout fait sens. Mais tout fait sens, c'est-à-dire que quand vous êtes un peu coincé financièrement, que vous savez que la dernière semaine elle n'est pas couverte par le financement, que c'est pour vous, et que il faut vraiment que le film soit très réussi, parce que le seul moment où vous allez pouvoir un peu certainement combler ce déficit, c'est en le vendant par exemple à une deuxième fenêtre, ce qu'on n'avait pas fait. Mais il faut que pour ça le film soit réussi, que le film ait un peu de visibilité en salle. Enfin, il y a déjà énormément de conditions pour que ça soit possible. Et puis vous avez à découvert, on va dire, et puis vous voyez pas votre plateau en fait. Donc voilà, moi ça je l'ai fait une fois dans ma vie, mais aussi parce qu'il y avait plein de conditions qui avaient fait que j'avais pas pu venir avant, et je l'ai payé pendant 3 ans. Donc après, ça, c'était il y a 5-6 ans, donc ça faisait seulement quelques années que je travaillais, donc je suis pas spécialement, à la base, je me dis, c'est peut-être plus confortable des fois d'être dégagé de ça, mais quand vous n'avez pas d'argent, il faut être un peu malin et trouver des solutions pragmatiques de fabrication donc pour ça, moi, pour le faire, moi j'ai besoin d'être proche en fait de la fabrication. Voilà. Est-ce que vous avez produit 2 films de La naissance des pieuvres et Tomboy de la même réalisatrice? Est-ce que vous avez eu la même fidélité avec l'équipe technique? J'aurais bien aimé. Non, en fait sur Naissance des pieuvres, comme Céline elle n'avait pas de collaborateur du tout, on va dire attitré, puisqu'elle n'avait pas fait de court-métrage. On avait décidé ensemble de construire une équipe, on va dire, qui soit un mi-chemin entre des gens qui avaient de l'expérience, avec lesquels moi j'avais déjà travaillé, et des collaborateurs avec lesquels elle était très désireuse de travailler, mais qui étaient quasi à leur expérience première sur un long-métrage. Donc j'ai passé pas mal de temps à réfléchir à comment on pouvait au mieux l'accompagner. Et je lui ai proposé 2 chefs opératrices. Et il y en a une qui a fait Naissance et qui après a fait Tomboy, effectivement. Voilà. Mais par exemple, sur Tomboy, je voulais travailler avec quelqu'un qui s'appelle Pierre-André, qui est un ingé son de ma promotion, donc je connais depuis très longtemps, que j'apprécie, avec qui on a fait beaucoup de choses, des courts-métrages, des longs-métrages, et puis Pierre maintenant il est extrêmement sollicité, et puis il est tellement sollicité qu'il faut lui demander 5-6 mois avant, donc là comme Tomboy s'est fait dans un parcours très particulier, évidemment je l'ai appelé en lui disant je sais que tu travailles, mais donne-moi quelqu'un pour le plateau en fait, voilà. Parce que je ne pouvais pas travailler avec lui. Ce matin, on parlait de ça, ce fantasme, cette fidélité, cette réalité. En vérité, c'est très difficile. Si on était, les techniciens, c'est pas des gens qu'on met comme ça sur une case. Évidemment, ils font des trucs, ils travaillent. Déjà, c'est des gens qui ont leur propre carrière. Voilà. Et par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai appelé donc Christelle Fournier, qui est la chef opératrice, que je connais aussi. Alors bon, je suis désolée, elle était aussi avec moi à l'école. Non, mais c'est une bonne... une école, une grande école, dans tous les domaines, c'est aussi une manière de se créer du réseau. On sait que sur un tournage... Voilà. Après, c'est du réseau. Après, je veux dire, il y a des obligations. On est obligé des fois de travailler avec des élèves de sa promotion. On s'entend pas du tout avec. Donc ça, moi, ça m'est aussi arrivé. Donc en l'occurrence, Christelle, là, elle est en train de préparer un film. Donc elle est en pleine séance de découpage. Donc elle peut pas être là. Je voulais aussi, je pense que c'était important pour savoir, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais de la collaboration aussi en amont, très en amont, on va dire, même quasi au moment du financement ou avant, qui est le directeur de casting. Donc je voulais faire venir Christelle Barras. Alors prenez sa place alors. Alors je prends pas sa place parce que là elle est dans le train et justement elle est partie travailler pour moi à Brest pour un repérage. Bon, tant mieux quelle histoire. Voilà. Mais parlez non, je peux pas limiter. De sa relation, de la relation alors. En fait, après, bon, par exemple, sur Tomboy, je peux exactement dire ce qu'on a fait avec elle.
En gros, elle a fait le casting de Naissance des pieuvres. Céline l'aime beaucoup, elles sont très proches, voilà. Et sur Tomboy, c'était un Pardon, excuse-moi, c'est vous qui les avez présentés? Oui. Ouais. Ça fait aussi partie du travail du producteur. C'est-à-dire, on a vu ce matin comment on constitue une équipe. À un moment donné, on présente au réalisateur des gens qui vont pouvoir s'entendre humainement. On a vu aussi comment technicien mais humain. Et c'est aussi une équipe qu'un producteur constitue sur un tournage. Oui. Après, moi, j'étais pas du tout sûre qu'elle puisse s'entendre parce que Christelle, elle a un caractère très particulier. Elle dit les choses. Elle travaille d'une manière un peu différente que d'autres directeurs de casting. En tout cas, en ce qui concerne la recherche d'enfants ou d'adolescents, c'est quelqu'un qui vient, on va dire, du casting sauvage, même si elle n'aime pas bien ce mot, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le qualifie. Et c'est pas tellement, elle va pas aller chercher pendant 6 mois 600 personnes et en voir 300. Je pense qu'elle arrête très vite quand elle sent que ça va pas. Enfin bon, voilà, elle est très directe, on va dire. Et donc là, sur Tomboy, c'était vraiment très particulier, c'est-à-dire qu'on avait peu de temps. Donc en fait, en gros, j'ai fait commencer Christelle, on va dire fin mai, mais on devait tourner l'été, donc on n'avait pas le choix, on pouvait pas passer par ce qu'on appelle justement le casting sauvage, parce que ça prend énormément de temps en fait. Il faut intégrer des réseaux, puis faire venir les gens, et puis quand c'est les enfants, c'est seulement le mercredi ou seulement le week-end, donc ça ralentit encore plus le processus de recherche. Et donc, en gros, elle a lu, on va dire que Christelle, là, c'est un bon exemple, parce qu'elle a lu, en gros, la version que seule j'ai été amenée à lire, en fait. C'est même pas une version... En fait, on n'avait pas... Céline, elle est passée d'un synopsis à une continuité. Et donc, elle m'a donné un texte qui faisait à peu près 50 pages, qui était une continuité, qui est à peu près le film. Mais il y a des moments dans la famille qui n'existent pas. Mais en gros, la trajectoire du personnage, elle est là. Et je peux très bien raconter, parce que c'était juste après le Festival de Cannes. Donc, j'avais même pas eu le temps, moi, de parler aux gens qui pouvaient me donner de l'argent, distributeurs ou autres, sur un petit financement comme sur lequel je partais. C'était un peu l'occasion de le faire. Je ne pouvais pas, j'avais rien. Et en fait, je suis rentrée, j'ai lu ce texte, et le soir même, on a appelé avec Céline Christelle, on a fait un rendez-vous chez Céline le soir. On a lu ensemble le texte, et on s'est dit, en gros, on avait 4 semaines, 5 semaines pour trouver un enfant, et surtout il y avait ce problème de la DAS en fait. Donc on a regardé, il y avait une commission qui était la seule commission sur laquelle on pouvait demander, c'était début juillet en fait, voilà. Donc on avait 5 ou 6 semaines, 4 semaines, je sais plus. Et donc on s'est dit bon ben voilà, en fait on va faire, elle dit je vais faire 2 choses. Je vais appeler les agents que je connais qui s'occupent d'enfants ou d'adolescents, tout en sachant que adolescent, c'était écrit pour quelqu'un de 10 ans. Et puis, Christelle, elle est très active au sein de l'ARDA, qui est l'association des directeurs de casting. Elle en est la coprésidente, je crois. Et ils ont une espèce d'intranet, en fait. Et elle dit, je vais mettre un message et puis je vais dire, voilà, je cherche ça. On ne sait jamais. Enfin, je veux dire, ça arrive avec d'autres directeurs de casting, ils se croisent des fois des fichiers ou des choses comme ça. Donc c'est comme ça qu'elle a procédé. Et voilà. Donc après, c'était très clair entre nous que s'il n'y avait pas cet enfant, on ne reportait pas le film en fait. Voilà, c'était pas écrit pour un enfant, mais on voulait, Céline et moi, on avait très envie de travailler l'été ensemble. Et elle avait écrit vite. En fait, moi, j'avais pas porté le film longtemps, donc à la fois, il y avait l'urgence, l'envie de faire les choses ensemble, mais sans se dire si on n'y arrive pas, si on trouve pas l'enfant, on le fera l'été prochain, en fait. Donc, je pense que ça a été un peu le moteur d'avancer vite, en fait. C'était maintenant ou pas, quoi. Mais sans se dire le ou pas, c'est lourd à porter et on va avoir du mal à s'en remettre. Pas du tout. On n'était pas du tout dans cette dynamique-là, en fait. Voilà. Et donc, Christelle, elle a été très claire. Elle a dit, bah voilà, je vais faire ça. C'est pas du tout mon truc. J'y crois pas, mais on va essayer. Et le fait que
que elle soit pas du tout effectivement pro enfants qui viennent des agences. C'était comme un petit challenge en fait, voilà, pour elle, pour nous, et voilà. D'accord. Alors, Éric Lagesse, votre distributeur, Pyramide, disait ce matin qu'il avait été très étonné et que ça avait été une aventure formidable, donc collaboration réussie entre vos chefs de poste, mais aussi visiblement avec le distributeur, parce qu'il était étonné qu'après la notoriété de la naissance des pieuvres, vous soyez revenu avec un deuxième film en disant, ben voilà, c'est un petit film avec une petite économie. Le deuxième film, c'est très dangereux, donc on veut être dans une vraie cohérence. Alors parlez-nous de ça, parce que ça doit être évident quand même pour un producteur. Comment on capitalise? Il y a eu le succès, la notoriété de cette histoire de la naissance des pieuvres, et on revient avec un film qui est peut-être encore plus petit en termes de financement. Alors ça c'est... je peux en parler de mon point de vue, mais oui. Céline, elle a aussi un point de vue un peu pas autre puisqu'on a fait ce film-là ensemble. Mais en gros... Bon, déjà, moi, après Naissance des pieuvres, j'ai sorti un autre film qui était pas du tout le même succès, donc ça fait un peu relativiser. Et puis, effectivement, Naissance des pieuvres, c'est un succès, on va dire, critique, c'est aussi un succès à l'international, parce que c'est un premier film qui s'est bien vendu, mais c'est pas non plus un succès sale phénoménal, donc voilà. Après, Céline, elle a été extrêmement... sollicitée, courtisée, on lui a proposé plein de projets. Elle se donnait le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait faire, et surtout, elle a écrit pour la télévision en fait, parce qu'elle en avait l'envie depuis très longtemps, et elle a repris. Au départ, elle est rentrée comme consultante sur une série pour Canal+, et puis au fur et à mesure, elle a intégré l'équipe d'écriture, et au final, elle a écrit presque 18 mois pour une série, et à un moment donné, elle estimait qu'elle était allée au bout de cette écriture, et donc, ça c'était en décembre 2009, ouais. Mais nous, alors on n'a pas travaillé ensemble sur un texte, mais depuis qu'on a commencé à travailler ensemble sur Naissance des pieuvres, je dirais qu'on peut avoir un dialogue extrêmement régulier sur ce qu'elle a envie de faire, ce que j'ai envie de faire, sur l'évolution aussi comment dire. Moi, par exemple, je fais peu de choses, mais par contre, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui peut se faire, et du coup on a beaucoup évoqué ensemble tous les films, justement, les premiers, les deuxièmes films qui se faisaient difficilement, pas difficilement, l'image qu'ils pouvaient avoir aussi à travers la distribution, à travers les médias, enfin on parle beaucoup de ça en fait, voilà, et d'analyser. Et c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse pas mal à l'exploitation des films, et du coup on s'est pas du tout contre ou avec des films, mais c'est juste de comprendre dans quel milieu on vit, et voilà. Et c'est vrai qu'elle était, je pense, pendant un temps, elle s'est pas posé la question de son second film en se disant qu'est-ce que je vais faire, mais plutôt qu'est-ce que je veux pas faire en fait, voilà. Et c'est vrai que quand on sort, je pense, d'une écriture longue pour la télévision, où il y a beaucoup d'allers-retours entre le producteur, la chaîne, différents auteurs, je crois qu'elle était un peu fatiguée de ça, et qu'elle avait envie pas de légèreté au sens où on peut l'en prendre premier, mais d'avoir un peu plus... Oui, que les choses se fassent, de concret en fait, parce que elle avait le sentiment que être passée presque 20 mois chez elle, à faire des allers-retours juste entre un bureau et puis une chaîne, voilà. Donc je pense que c'est ça, et que du coup quand elle m'a dit bon bah j'arrête ça, elle m'a dit j'ai une idée. Je dis bah écoute, on verra. Moi je mettais en chantier la fabrication d'un documentaire
pour une télévision française et pour un fonds américain. Donc j'étais assez occupée par ça. Et puis du coup, après, je sais pas, on a continué à... Du coup, elle m'a parlé de son idée et très vite, elle m'a dit je veux travailler l'été. Donc on a aussi évoqué ensemble l'idée que ça puisse aussi peut-être se faire pour la télévision. Enfin, tout était où. Enfin, on s'est pas dit on va le faire que pour le cinéma. Il faut pas que ça coûte cher. Et puis en fait, on a un peu bloqué sur l'idée que ça pouvait marcher sur la télé. Et puis c'était pas forcément une bonne piste. Donc après, on s'est dit si on veut le faire et pas être trop dépendant justement de l'argent, mais ça faisait partie de notre réflexion. Alors ça veut dire quoi, pas être dépendant de l'argent? C'est-à-dire que on voulait pouvoir. Moi, je disais, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un film, je dirais, à angle variable. C'est-à-dire que moi, je me dise que à 500 000 euros, c'est fabricable dans des conditions, on va dire un peu extrêmes, c'est-à-dire pas de, je vais être très claire, pas de frais généraux, pas de salaire producteur, une équipe payée pas très bien, voilà, c'est ça. Alors comment se passe, pardon. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Voilà, alors comment se passe la négociation dans ces cas-là avec l'équipe technique? Comment vous parlez? C'est-à-dire, on a vu ce matin que ce qui était très important, c'était le rapport de confiance, la transparence, c'est-à-dire vous attaquez direct, je sais pas, je suppose. Voilà, il n'y a pas de frais généraux pour le producteur. Non, je dis pas ça en premier du tout. Non, mais voilà, c'est une question. Vous attaquez comment pour la négociation avec l'équipe technique? Alors après, Parce que je vous avoue que ce matin, on a parlé de suspicion, c'est-à-dire que c'est difficile pour un technicien, un chef de poste, d'arriver, de s'entendre parler de négociation quand il voit, en gros, 15 secrétaires qui sont en train de taper son contrat. Voilà, on se dit, attends, où est-ce qu'il fait est-ce qu'il a vraiment été chercher l'argent? En gros, pour faire court, et vous le comprendrez, première variable d'ajustement sur un budget, les salaires des techniciens. Donc, comment vous négociez? Alors déjà, je vais repartir de là où je viens parce qu'en fait, c'est très important pour le comprendre. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, on veut que le film soit faisable. Donc, en fait, en gros, on va se délimiter comme un terrain de jeu où on va pouvoir travailler et fabriquer le film. Donc, ça veut dire que, par exemple, on s'est posé la question, mais dès l'écriture, mais c'est ça aussi, le fait qu'on ait un lien on va dire presque direct et permanent, c'est que, en gros, comme j'ai fabriqué précédemment Naissance des pieuvres, je sais à peu près comment elle travaille, mais quand je dis je l'ai fabriqué, je l'ai produit, mais j'ai fait ici la direction de production. Donc, ça va plus vite pour moi, certains dialogues, en fait, de fabrication avec Céline. Bon. Et donc, par exemple, pendant l'écriture, au moment où elle commence à écrire, on s'est donné comme ça une espèce de, on va dire, cahier des charges mutuelles pour pouvoir le faire et être à l'aise. C'est-à-dire que s'est posé la question de plusieurs décors et très vite, on n'a pas eu, c'était pas l'idée du huis clos parce que c'en est pas un, mais d'avoir peu de décors. Peu de décors, tout le monde enfin, quand on fabrique un film, on sait très bien que forcément, s'il y a moins de décors, c'est déjà plus simple. Parce que il y a comme un petit éventail enfin bon, c'est plus simple. Mais bon, je veux dire, je l'ai pas empêché d'écrire, je sais pas, un décor qui aurait été compliqué. C'est pas ça, c'est que elle aime bien aussi. C'est comme un jeu en fait. Intégrer les contraintes économiques de réduction dans son écriture. Voilà, en tout cas pour ce film-là, c'était un peu ce qu'on s'était dit et nous, ça nous amusait de tricoter ça, voilà. Mais donc en fait, en gros, on a aussi pensé une espèce d'adéquation en fonction du financement possible que je pourrais avoir, tout en sachant que moi j'avais, on va dire, au minimum entre le moment où j'ai commencé à le faire lire justement à Éric Lagesse début juin et le moment où je tournais, il y a 2 mois en fait. Donc c'est très peu. Donc même si, et puis de toute façon, le fait de tourner avec des enfants déjà, c'est pas très cher. Alors ce qui est cher, c'est respecter la loi et ça on l'a fait. Mais on Pourquoi c'est cher? Pourquoi c'est cher? Parce qu'en fait quand vous avez des enfants, par exemple la petite dans Tomboy, elle a 6 ans
Et normalement, un enfant de 6 ans, ça peut tourner 4 heures par jour. Donc nous, en fait, Malone, elle venait 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, on lui faisait faire elle avait une espèce de loge avec un canapé, des journaux, et elle ne tournait jamais les plans du matin, du début de la journée, et elle ne tournait pas en général au début d'après-midi, en fait. Elle avait un gros, voilà. Bon, Zoé, alors, ce qui est compliqué, c'est que par exemple, à partir de 12 ans, normalement, je crois que c'est 6 heures, mais je crois que c'est ça. Mais Zoé, en fait, justement, alors, par exemple, j'aurais pu très bien dire aussi à Christelle Barras, mais je trouvais que ça aurait été un peu délicat de le faire, mais de se donner l'idée de chercher une fille qui en a 14 et qui en fasse 12, par exemple. Mmh. En l'occurrence, on a été très facilité par ce choix de Zoé, puisque quand on l'a rencontrée, moi, je pensais vraiment que Zoé avait 10 ans, mais en fait, elle a un petit retard de croissance. Donc, mais voilà, c'est une petite puce, et elle sera certainement petite puce, parce que je l'ai vue il y a 15 jours, elle a très peu changé. Bon, ça nous a aidé, puisqu'on n'était pas en dessous de 12 ans, mais au-dessus de 12 ans, donc bon. Mais après, c'est aussi une continuité. Par exemple, Céline, elle est très consciente que faire un scénario de 120 pages en 4 semaines, c'est impossible. Voilà. Donc nous, notre film, il était court. Je pense qu'il était minuté. Enfin, je l'avais minuté parce qu'on n'avait pas de script. Et on l'avait fait minuter par une première assistante également. Et par une amie script qui pouvait pas faire le film, mais avec qui j'ai des très bons rapports, qui était à 1h15, en fait. Voilà. D'accord. Et au final, le film est fait 1h24. Et donc, si on revient à la négociation avec les techniciens, donc vous leur dites pas au début, vous leur dites quand que le film va coûter tant? Mais si, je leur dis tout de suite. Tout de suite. Mais ce que je dis, c'est est-ce que c'est le directeur de production qui va chiffrer, ou est-ce que c'est vous? Non, ça c'est moi, en fait. Alors moi, que ça soit sur ce film-là ou sur un autre film, je fais toujours 2 choses toute seule. C'est-à-dire que je fais un devis, mais très en amont, en fait. Et je fais de manière très, très brève et pas du tout aussi travaillée et perfectionnée que un dépouillement de premier assistant ou un dépouillement de script, mais je fais une espèce de mini, on va dire de mini minutage, et je fais un mini dépouillement, en fait. Voilà. Ça me prend du temps, mais je pense que c'est important même pour savoir combien d'argent je vais aller chercher. C'est ce qu'on apprend à la FEMIS, par exemple? Ça, moi, j'ai eu la chance de l'apprendre effectivement à la FEMIS, parce que je crois en 2e ou 3e année, on avait fait un vrai travail avec un premier assistant, mais que les élèves producteurs, hein, c'est-à-dire qu'on avait passé 15 jours avec un premier assistant sur le dépouillement d'un long métrage, donc j'en ai gardé, on va dire, quelques traces. Et après, on a, je crois, un module de à peu près 3 mois avec un directeur de production, voilà, sur lequel on travaille c'est que des cas pratiques, de long métrage, de court métrage, de films en studio, pas de films en studio, on visite des laboratoires, enfin, c'est tout. Cette connaissance comme ça, un peu, oui, voilà, globale, vous paraît importante pour exercer votre métier? Parce qu'on a vu ce matin qu'il y avait des gens qui arrivaient presque directement, sans être vraiment cinéphiles, en étant des bons financiers, mais sans peut-être savoir tout ça. Ça vous paraît important aujourd'hui, si on a dans la salle des jeunes qui veulent devenir producteurs? Non, mais ça dépend. Ça dépend exactement. Enfin, il y a plein de façons. Ça dépend ce que vous voulez faire et comment vous voulez produire les films, en fait. Moi, je dis pas qu'il faut savoir tout ça. On peut très bien produire sans savoir faire ça. Il n'y a pas de problème. Enfin, moi, j'aime bien faire ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles vous faites ce métier. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, et surtout c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé il y a quelques années de travailler seule, en fait. C'est-à-dire que moi j'aime bien un peu tout faire. Donc je m'oblige, par exemple, j'en parlais tout à l'heure au déjeuner, mais j'ai dit non à un projet que j'aime beaucoup, parce que je sais que là, pour les 3 prochaines années, je vais pas pouvoir le faire. Ou alors j'aime pas du tout l'idée de me démultiplier et d'être écartelée. J'espère que les 3 projets que j'ai en ce moment, je vais pouvoir les mener à bien. Et que du coup, je pourrais pas, en fait. Ou alors je pourrais, mais je vais
plus le déléguer, ça m'intéresse déjà moins en fait. Voilà. Mais après, c'est très particulier. Hein. Oui, mais on a vu ce matin qu'il y avait plein de façons d'être producteur. Voilà, donc je ne prêche que pour moi là dans ces cas-là. Mais c'est aussi c'est ce que j'ai choisi de faire pour les quelques années à venir. Peut-être que dans 10 ans, je me dirai j'en ai marre et voilà. Alors, on revient à la négociation avec les chefs de poste. Voilà, je reprends ça, en fait. Donc, en fait, non, mais j'ai pas du tout de problème pour dire comment je fais, hein, y a pas de souci. C'est que je pense que quand on a un scénario qui fait 70 pages, que quand on a des enfants c'est déjà plus compliqué de tourner en septembre, que moi, je conçois l'équipe, en fait. C'est-à-dire que on se dit avec Céline qu'on va pas avoir besoin de script, donc on prend le pari ensemble. On va pas avoir besoin de script. J'en parle avec Christelle Fournier, par exemple, qui est la chef opératrice, et je lui dis que j'ai prévu qu'il n'y avait pas de script. Est-ce que ça te pose un problème? Elle me dit non. Bon. Elle me dit ça va être un peu. Je dis bon, d'accord, on va voir. Et puis après, j'essaye, est-ce qu'il y a une logique? C'est-à-dire que, par exemple, quand j'engage la première assistante, je me dis, bon, je suis pas sûre qu'on ait besoin d'une seconde assistante réalisatrice ou réalisateur, parce que il y a à peu près 20 jours. Moi, j'ai fait à peu près un dépouillement. Je pense qu'il y a 12 jours dans la maison. Il y a 4-5 jours dans la forêt. Et puis après, il y a des extérieurs qui sont un peu périphériques à cet appartement. Je me dis, à la limite, je vais prendre un renfort pour tout ce qui est extérieur ou quand il y a beaucoup d'enfants. Mais avoir quelqu'un qui est juste au toki et qui fait silence, qui fait régner le silence dans la résidence où on va tourner, mais qui sera pas sur le plateau, parce que je sais qu'on va être un tout petit plateau, qu'on va être un plateau un peu fermé, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Donc après, il y a une espèce de logique, c'est-à-dire que il y a peu de jours, il y a peu de monde, et les gens qu'on engage, je leur dis, c'est 4 semaines. Donc en fait, en plus, l'effort, il est quand même assez restreint. Il est pas sur 10 semaines. Enfin, je dis pas, le film fait immunité à 1,15 et il nous faut 8 semaines, 10 semaines pour le faire, en fait. Donc en fait, j'essaie qu'il y ait une espèce de logique de décision à chaque fois. Et après, je leur dis, voilà, j'ai commencé le financement j'ai ça. Ce qui fait que le film, en gros, coûte pour le moment un peu plus de 600 000 euros et j'en ai 525. Donc, je vais vous payer comme ça. Par contre, et ça, c'était ma chance aussi, c'est vrai, je suis accessible à 2 guichets. En l'occurrence, c'était la région Île-de-France et une chaîne de télévision sur laquelle on passait au comité de septembre. Par contre, s'il y a un des 2 guichets, j'augmenterai le salaire de temps. Et puis, s'il y a les 2 guichets, vous serez tous payés au tarif. Voilà. Et après, je le fais de manière individuelle avec chaque personne. Voilà. Mais alors, c'est-à-dire, pourquoi le faire individuel? Parce que par exemple, il y a des gens. Par exemple, il n'y a pas de chef d'éco, mais souvent un chef d'éco, il négocie l'ensemble de la masse salariale. Là, en l'occurrence, il y a juste quelqu'un qui est décorateur et qui, alors lui, pour le coup, qui lui est encore plus drastique que moi, où je prévois par exemple une semaine de peintre et une semaine d'ensemblier, et me dit non mais moi je fais tout. Le peintre, voilà. Après, c'est aussi trouver des gens qui sont un peu dans la même pensée que vous sur ce film-là. Ça fait partie aussi du travail. D'accord. Et donc, si l'argent arrive, vous redonnez. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est un engagement moral, en fait. C'est un engagement moral, mais j'ai pas signé, hein. J'ai rien signé. Voilà. Mais parce que les gens, après, je vais les voir. C'est pas indu, quoi. Je parle avec eux. Voilà, vous faites partie de ces gens qui aident sur les tournages, parce que évidemment. Là, quand il n'y a pas d'argent, oui, vous avez intérêt à y être, ouais. Donc voilà. Après, j'ai pris quand même une directrice de production en l'occurrence parce que alors pour le coup c'était encore plus simple que Naissance à fabriquer, on va dire, mais en fait j'avais pas le temps de tout faire. J'avais plus le temps. Il fallait que je finalise le financement, que je fasse tout, quoi. Donc
En 6 semaines, c'est pas possible. Donc j'ai pris quelqu'un par contre que je connaissais très très bien, avec qui j'ai fait des courts-métrages, que j'ai fait rentrer après comme régisseur général sur un téléfilm. C'était son premier régie général. Et puis après, elle a fait sa vie et elle est devenue directrice de production, pas avec moi. Et je l'ai appelée en lui disant, écoute, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin que tu viennes m'aider parce que j'ai ça en cours. Et voilà. Donc, mais je l'ai appelée fin juin en fait. Donc, vous pensez que plus on avance en expérience, évidemment, un producteur connaît de plus en plus de techniciens. Il a travaillé avec, il a entendu parler. Et qu'il y a un rapport un petit peu de ce qu'on va dire en voie d'ascenseur, c'est-à-dire je fais un film plus cher, je te prendrai, mais t'acceptes de faire celui-là, etc. Est-ce qu'il y a cette conversation secrète, pas dit, mais qui crée une relation entre techniciens et producteurs, où on entend parler les uns des autres? Je sais pas si c'est secret, en fait, c'est des relations de travail. Moi, par exemple, en l'occurrence, là, c'est pas pour un film de cinéma, mais c'est un film de télévision. J'ai fait une version courte. C'est exactement... c'est pas secret, c'est-à-dire que par exemple... Enfin, quand je dis secret, c'est conversation secrète, ça veut dire un petit peu en cours, un petit peu informel, comme non, ça. Non, mais c'est pas... ça me paraît normal, c'est des relations... et à la fois, des fois d'amitié et de travail, et aussi de travail. Mais par exemple, là, j'ai fait une version donc, de ce documentaire. Il y a une version courte pour la télévision. Et c'était un peu long à trouver au montage. Et la monteuse, je la connais bien, elle a monté 16 semaines. C'est-à-dire que c'est beaucoup. C'est-à-dire que sur un long métrage, des fois, ça peut durer un peu moins. Donc, et le réalisateur, en l'occurrence, est pas content de la version courte, en fait. Et puis, le film de ce documentaire a développé pour les protagonistes du film une forme de collaboration qui prend naissance dans le film et se prolonge dans la vie. Et donc il me dit je voudrais filmer ça, je pense que je peux en faire une version longue et tout ça. Donc je lui dis très bien, je prends en charge une partie des salaires et je le prends sur mes fonds propres, c'est pas financé. Peut-être que ce film-là, il aura une existence en festival ou pas, peu importe, il veut le faire. Moi, je peux le faire à ce moment-là, donc je dis, d'accord, je le fais. Donc, je vais voir les techniciens du film et je leur dis, voilà, la version courte, elle est financée, la version longue, elle l'est pas. Écoute, je vais te payer un peu, mais beaucoup moins que sur la version pour laquelle j'avais de l'argent pour le fabriquer. Voilà. Donc, je leur dis, je prends sur mes frais généraux, mes fonds propres, ce que tu veux, mais et du coup, je leur donne, je les paye, mais moins, en fait. Mmh. Et ils acceptent ou pas. Après, ils sont pas obligés d'accepter, hein. C'est comme ça que je leur propose les choses, voilà. À la question, quelle est votre collaboration, comment envisagez-vous, comment vivez-vous la collaboration avec les techniciens? Question qu'on a posée dans nos questionnaires, dans le film qu'on a vu ce matin, vous répondriez quoi? C'est des collaborateurs, vous êtes le patron, est-ce qu'il y a ce côté, il y a beaucoup de producteurs nous ont dit ça, de toute façon on est le patron, c'est nous qui cristallisons tous les reproches. Ça, c'est vrai. Il faut l'assumer, voilà. Mais en même temps, il y a du désir qui nous réunit. On a besoin l'un de l'autre. Oui, mais... Oui, de façon de fait, vous restez le patron et vous restez l'employeur et c'est vous qui êtes responsable des cotisations salariales à payer à l'URSSAF ou autre, et c'est vous qui, de toute façon, en cas de contrôle, êtes redevable de rendre des comptes. Enfin, voilà, ça c'est vrai, c'est pas du tout... Après, il y a des collaborations plus ou moins heureuses, malheureuses, infructueuses, et c'est vrai que c'est un chemin difficile de toujours trouver le bon rapport, en fait. Et ces collaborations heureuses, malheureuses, elles sont liées au salaire, non? En général, pas... Oui, après, il y a toujours de la rancœur. Si sur un film, vous faites tout le monde est conscient que vous faites tous les efforts du monde,
on va dire, pour payer convenablement les gens. Et puis il y a des heures. Et puis, par exemple, vous êtes sur un film où les gens sont à moins 20% du tarif, mais les heures supplémentaires vont pas être payées. Bon, bah c'est vrai qu'au bout d'un moment, même si c'est un accord de gré à gré, de personne à personne, entre soit le directeur de production ou vous et les techniciens, et que même si tout le monde a conscience que le réalisateur fait des efforts pour pas qu'il y ait d'heures, enfin tout le monde, on va dire, Ouais. voilà. Et puis il y en a. Bon, bah d'un seul coup, c'est vrai que vous cristallisez les choses pour le fait que ces heures, elles vont être payées ou pas. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, bah oui, ça arrive que ça se passe mal. Est-ce que vous pensez qu'un producteur, quelque part, fait sa carrière, quand même, sur les films, c'est-à-dire, quelles que soient les entrées, ça rentre dans son catalogue, avec la notoriété, avec aussi la possibilité d'avoir accès à certains guichets, peut-être plus facilement, parce qu'il a fait un succès, le réalisateur, évidemment. Qu'en est-il des techniciens par rapport à ça? Est-ce qu'ils font une carrière? Est-ce qu'il y a... Comment, à votre avis, ils peuvent capitaliser, bénéficier du fait qu'ils ont accepté, à un moment donné, de rentrer dans l'effort? Alors moi, je vois pas les choses comme ça, parce qu'en fait, quand vous êtes producteur ou réalisateur, si vous faites, on va dire, un insuccès, qu'il soit artistique ou commercial, vous avez quand même beaucoup de mal à reconvaincre d'autres partenaires. Mmh. Un technicien, je suis désolée, mais en fait, il n'est pas jugé sur le succès artistique ou commercial des films, jamais. Il est jugé sur son travail, en fait. Et nous, derrière, enfin, on n'est pas du tout sur la même grille, en fait. Mais vraiment pas. Et moi, je dis souvent enfin, j'ai jamais vu un technicien, et pourtant je suis proche des techniciens, je les connais bien, j'ai plein de copains avec qui j'étais à l'école qui travaillent, d'autres qui travaillent pas. Enfin, je pense que je suis assez au fait de leurs soucis de travail, enfin, voilà. Mais j'ai jamais vu un technicien qui travaillait ne plus du tout être sollicité parce que il avait fait un film qui avait pas marché. Mmh. Un réalisateur, non, quoi. Vous voyez, il y a une part de risque aussi qui est pas du tout la même, en fait. D'accord. Bah, c'est mon point de vue. Ouais, merci beaucoup. On a le plaisir de vous garder un petit peu avec nous? Oui, un petit peu. Jusqu'à la fin? D'accord. Alors, merci beaucoup. On va attaquer la dernière table ronde.